Bien, mesdames et messieurs, je vous propose que nous démarrions notre dernière session de la journée et même d'ailleurs des deux journées professionnelles. Je suis donc Jean-Michel Severino, je dirige un fonds d'Impact Investment, investisseurs et partenaires qui est consacré aux PME africaines, mais je suis surtout ici en tant que président du conseil d'administration de Convergence et en charge d'animer ce panel de personnes éminentes. J'emploie le vocabulaire à dessein puisqu'il a quelque chose à voir avec le processus de renouvellement des OMD dont nous allons parler. Et en effet, notre objectif ici va être, approximativement dans l'heure et demie qui suit, d'explorer le futur de ces OMD. Comme chacun le sait, ici 2015 est le terme des OMD qui ont été conçus avant 2000, d'ailleurs, puisqu'ils s'enracinent dans les travaux de l'OCDE au départ, du comité de développement de l'OCDE. Mais 2015 ne va sans doute pas être la fin de l'histoire des OMD. Je crois que s'il y a un consensus sur ce sujet, c'est une demande qu'au fond, au-delà des 2015, qui sera une date à laquelle nous nous jugerons de l'état exact de ces indicateurs, donc au-delà de 2015, ils s'établissent une sorte de groupe d'objectifs qui expriment les défis communs de la planète, les grands thèmes qui vraisemblablement ne seront pas strictement liés au développement, nous allons en parler, au développement tel qu'ils ont été dans les 2015, mais sans doute au développement durable, dans toute l'extension de ce terme. Donc il y a un souhait de trouver, surtout dans ce temps de crise, où tellement de choses changent, qu'est-ce qui rassemble tous les acteurs de la planète, quels qu'ils soient, tous les pays, tous les peuples, pour la construction d'un monde meilleur. Et cette ambition, c'est l'ambition fondamentale de Convergence. C'est de rassembler tous ceux qui sont de bonne volonté dans l'univers associatif, dans l'économie sociale, dans le secteur privé, dans la politique, l'administration, le monde académique, pour converger vers un monde meilleur. Alors vous le savez, le débat intellectuel a déjà commencé depuis plusieurs années sur cet après-OMD, après 2015, mais il a pris maintenant un tour plus institutionnel, puisque depuis quelques semaines, le secrétaire général des Nations Unies a, sur la base d'une résolution qui lui a été donnée par la précédente Assemblée générale des Nations Unies, a rassemblé un panel présidé par le Premier ministre britannique et les présidents libériennes en l'occurrence, et indonésiens, pour faire des propositions sur l'agenda du développement post-2015 et bien entendu ces objectifs du millénaire. C'est un panel auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et ce n'est pas dans cette capacité que j'interviens ici, et qui devra remettre des conclusions au mois de mai 2013, donc dans un espace de temps bref. Un autre processus, lui, est plus politique, est en train de démarrer. Il durera beaucoup plus longtemps. C'est le processus qui est issu de la conférence de Rio+20, et un processus intergouvernemental, distinct des Nations Unies, et qui va, dans un premier temps, rassembler, lui aussi, un panel intergouvernemental de personnalités politiques, dont l'objectif va être de définir des objectifs du développement durable. Et bien entendu, chacun s'entend sur le fait qu'il va falloir que le processus onusien et le processus Rio+20, à un certain moment, convergent. Exactement dans quelle forme, comment, je ne le sais pas, je ne suis pas sûr que quelqu'un le sache exactement, mais nous avons autour de la table ici plusieurs personnes qui vont nous éclairer, tant sur la substance, les enjeux, que aussi le process qui fait partie des difficultés. Donc c'est conscient que nous avons 1h30, c'est-à-dire à la fois beaucoup de temps, mais très peu de temps pour traiter d'un sujet crucial qui est un peu le cœur de notre vocation à Convergence, donc conscient de la difficulté de ce défi, que je me tourne tout de suite pour vous présenter nos intervenants, les discutants aujourd'hui. Alors Xavier Godinot
est délégué pour les OMD à ATD Quart Monde, que chacun connaît ici. Xavier milite au sein d'ATD Quart Monde depuis 1975. Il a eu à la fois des responsabilités institutionnelles auprès du FMI de la Banque mondiale, mais aussi des responsabilités de terrain, notamment à Madagascar. Et aujourd'hui, il est, je dirais, le militant chef, je ne sais pas s'il avaliserait cette formulation, d'ATD sur ce sujet des OMD. Hans Timmer, à sa droite, donc à votre gauche, a des fonctions extrêmement importantes pour notre sujet d'aujourd'hui. Et je le remercie d'être venu de Washington via sa Hollande natale pour travailler avec nous ce soir. Il dirige en effet, il est le directeur du groupe des perspectives de développement de la Banque mondiale. C'est une équipe extrêmement importante qui établit les scénarios de prévision macroéconomique et stratégique globaux pour la banque. Et à ce titre, il publie bien entendu sous son autorité avec son équipe de nombreux rapports, dont l'un d'entre eux a une importance très grande pour notre débat ce soir, puisque c'est le Global Monetary Report qui fait le bilan annuel de l'état des objectifs du millénaire. À ce titre-là, c'est certainement une des personnes qui connaît mieux les sujets de la réalisation des OMD, mais il a aussi des visions personnelles sur son futur et sur le développement. Je dirais que c'est certainement un des hommes du sujet. À sa droite, vous trouvez Cécile Molinier, qui représente en Europe le programme des Nations Unies pour le développement depuis Genève. Merci de venir en voisine, Cécile. Cécile est aussi quelqu'un qui a à la fois une expérience de terrain longue en Afrique. Elle a notamment été le résident coordinateur du PNUD, et vous connaissez l'importance de ses fonctions à Sao Tomé, au Togo, en Mauritanie. Et depuis Genève, non seulement elle s'intéresse à l'outreach du PNUD, mais elle est engagée dans de très nombreux partenariats innovants qui tous tournent autour, aussi bien avec la société civile, le secteur privé, les institutions publiques, la communauté académique. Donc je dirais c'est une personne qui est un peu au cœur du genre de démarche que nous avons en Convergence, mais c'est aussi quelqu'un qui aura l'occasion de nous expliquer comment et pourquoi, au-delà de sa vision personnelle, qui va beaucoup compter ce soir, le PNUD est un des acteurs majeurs du suivi de la mise en œuvre de ces OMD. Nous avons aussi avec nous la chance d'avoir John Lomoy. Alors John Lomoy occupe une fonction aussi très importante pour notre sujet, et même au-delà de notre sujet, John. Lui, bien qu'il soit norvégien, vient encore plus en voisin depuis la porte de la Muette, puisqu'il dirige à l'OCDE la division de la coopération pour le développement. Vous savez que l'OCDE est le lieu où l'ensemble des aides bilatérales des pays donneurs se coordonnent au travers d'une instance administrative, mais aussi d'un club qui est le comité d'aide au développement. Alors John, au-delà des fonctions techniques qu'il exerce aujourd'hui, et je vous ai déjà indiqué à quel point l'OCDE avait joué un rôle très important dans l'élaboration, la génération des objectifs pour le millénaire, a une très grande expérience de terrain, notamment africaine. Il a été ambassadeur à plusieurs reprises pour la Norvège en Afrique de l'Est. Il a occupé des responsabilités très importantes aussi bien à NORAD, l'agence de développement norvégienne, qu'au ministère des Affaires étrangères norvégien, et toujours d'une certaine manière en relation avec l'Afrique. Et c'est un des sujets sur lesquels nous l'interrogeons tout à l'heure. Alors je vais avoir un petit peu de mal à présenter aussi Gérard Payen, parce que je le connais sous tellement d'incarnations mais disons que si on voulait le caricaturer, ce qui est bien entendu un peu désobligeant, on dirait que c'est certainement une des personnes qui incarne le mieux et le plus l'agenda de l'eau dans le monde, d'abord parce que c'est sa carrière dans le secteur privé, et puis avec plus de 30 ans d'engagement à la fois dans la production, la gestion de ce bien essentiel, mais dans ces dernières années, il a étendu son activité à des
aux politiques de l'eau au niveau global. C'est le cas notamment au titre de ses fonctions de président d'Aquafed, qui est la Fédération internationale des opérateurs privés des services d'eau, mais également la présidence du Conseil stratégique administrateur de l'International Water Association. Enfin, il est membre du partenariat français pour l'eau. Il exerce des fonctions très importantes auprès du secrétaire général des Nations Unies, puisqu'il est le membre du Conseil pour l'eau et l'assainissement de M. Ban Ki-moon. Donc, Gérard Payen a une profonde expérience des sujets de développement, à la fois dans le secteur privé et vu du secteur public. Il les appliquera très certainement dans cette conversation au thème de l'eau, mais aussi au-delà, puisqu'il a lui aussi beaucoup investi dans cette problématique des OMD ces dernières années. Nous sommes donc bien équipés pour ce panel, et je voudrais commencer par me tourner vers Cécile pour lui demander vraiment en quelques très brèves minutes si elle peut nous rappeler ce que sont les OMD dans sa vision, leur rationalité et quel rôle actuel, et peut-être futur, encore, nous parlerons encore plus tout à l'heure, les Nations Unies, le plus particulièrement, jouent dans ce système d'objectifs globaux. 3 minutes, Cécile. D'accord, Jean-Michel, je vais essayer. Merci. Bon, la genèse, hein, vous l'avez rappelé, bon, j'ai John Lomoy à ma droite, donc on sait que l'OCDE a joué un rôle prépondérant dans cette définition d'un ensemble d'objectifs du millénaire pour le développement qui présente un certain nombre de forces, mais aussi un certain nombre de faiblesses. Je crois que leur force, c'est que pour la première fois, on a un cadre intégré qui rassemble, si vous voulez, de façon holistique, l'ensemble des dimensions de ce qu'on peut appeler le développement humain, avec en même temps une force d'illustration, de conviction et de plaidoyer considérable. C'est grâce aux OMD, en fait, qu'on a pu mobiliser l'ensemble de ce qu'on appelle la communauté internationale et en particulier l'aide publique au développement, mais au-delà de l'aide publique au développement, je dirais l'ensemble des acteurs de développement pour appuyer un certain nombre d'objectifs considérés comme, si vous voulez, les prérequis, la base, pour que l'ensemble des peuples du monde puissent vivre de façon décente. C'est un peu un ensemble minimum. Alors, les forces, si vous voulez, des OMD, c'est précisément que c'est un ensemble d'objectifs qui sont clairs, qui sont faciles à comprendre et qui sont assortis de cibles et d'indicateurs et d'un mécanisme de suivi. Vous allez parler après du monitoring des OMD, mais c'est leur force. Ils sont également, et ça c'est important de le rappeler, centrés sur un objectif primordial, c'est celui de la réduction de la pauvreté. Et dans les discussions actuelles, justement, une des grandes questions qui se posent, c'est comment faire en sorte que cet objectif fondamental de réduction de la pauvreté reste très présent, reste au cœur des objectifs de développement durable, tout en enrichissant ce cadre des OMD de dimensions complémentaires et notamment l'approche droit, qui, si elle est très présente dans la déclaration du millénaire, mais personne ne sait, ou presque personne ne sait qu'il y a une déclaration du millénaire qui a été adoptée par les États membres en 2000 et qui sert de base aux objectifs. Tout le monde connaît les objectifs, mais peu de gens connaissent la déclaration. Donc l'approche droit, la durabilité, l'équité, la réduction des inégalités, tout ça doit être au centre des objectifs de développement durable et ne l'est pas suffisamment au centre des OMD, puisque par définition, la mesure des OMD se fait par des moyennes, et des moyennes nationales, ou des moyennes régionales, ou des moyennes mondiales, et comme vous le savez certainement, au sein de moyennes se cachent beaucoup d'inégalités et d'écarts. Juste une phrase par rapport au rôle du PNUD. Nous avons été impliqués dans le processus... C'est la question. Depuis le début, ce que le secrétaire général a demandé au PNUD de faire, au début, c'est d'être le scorekeeper et le campaign manager. Scorekeeper, ça veut dire qu'on accompagne les pays à mesurer les progrès réalisés dans la réalisation des OMD, et on le fait en tant que PNUD, mais aussi avec l'ensemble de l'expertise des Nations Unies sur le terrain. Et campaign manager, ça veut dire qu'on a mobilisé beaucoup d'appui et de ressources
en faveur de la réalisation des OMD. Je vous dirai peut-être plus tard le rôle que nous jouons et que nous allons jouer dans le contexte de la réflexion sur l'après 2015 et l'élaboration des objectifs de développement durable. Alors absolument, et alors, du reste, donc Cécile a commencé à anticiper sur justement sur le reste de la discussion. Alors, il y a un mot qu'elle a évoqué qui est ce mot de simplicité. Les OMD sont des objectifs simples, et puis elle a évoqué le mot de moyenne. Alors ce sont des mots qui ont tendance à faire réagir Xavier Godino, dont j'ai le privilège de connaître un peu les visions. Et c'est pour ça que j'aimerais me tourner vers lui, parce que, au fond, cette vision de moyenne et de simplicité, elle laisse aussi beaucoup de côté la complexité du réel et de nombreuses personnes qui ne sont justement pas dans la moyenne. Et je suis sûr que Xavier va avoir envie d'élaborer sur ces points. Oui, merci Jean-Michel. Je souscris évidemment à tout ce qu'a dit Cécile Molinier sur la force des objectifs du millénaire. J'ajouterais qu'ils ont été adoptés dans un contexte où il y avait eu, de notre point de vue, une certaine guerre des tranchées entre certaines institutions internationales, avec les institutions de Bretton Woods qui mettaient en œuvre des plans d'ajustement structurel et des agences de l'ONU qui, dans leur rapport officiel, dénonçaient les effets négatifs sociaux de ces plans d'ajustement structurel. Et les OMD ont permis de mettre fin à cette guerre des tranchées et de créer une unité entre toutes ces agences des Nations Unies, et je pense que c'était aussi très bénéfique pour tout le monde. Alors, tu as déjà dévoilé un peu des choses que je veux dire, évidemment. Une première, je distinguerai quatre faiblesses des OMD. La première faiblesse, c'est qu'ils retiennent de façon un peu arbitraire une partie seulement des droits humains et pas l'ensemble des droits humains. Tous les droits civils et politiques sont absents, en fait, des OMD, alors qu'ils sont très présents dans la déclaration du millénaire, à laquelle vous avez fait allusion. Et une partie des droits économiques et sociaux sont aussi absents de ces OMD, ce qui est une double faiblesse. Alors que la déclaration du millénaire affirmait qu'il fallait mettre en œuvre tous les droits civils, sociaux, politiques, etc. Une deuxième faiblesse, c'est que certains de ces OMD sont universels et s'adressent à tous, comme par exemple l'objectif numéro 2, accès universel à l'éducation primaire, tandis que certains sont partiels. Et les objectifs partiels, comme par exemple la cible 1 de diminuer de moitié le nombre de personnes vivant avec moins d'$1 par jour, ou diminuer de moitié le nombre de personnes qui souffrent de la faim, ces cibles partielles peuvent générer de la violence en légitimant des politiques d'écrémage qui sont ces politiques qui soutiennent ceux qui sont les plus proches des seuils de pauvreté en délaissant les autres. Et ça n'est pas seulement un risque, c'est une réalité, puisque dans son rapport d'évaluation de 2011, Ban Ki-moon dit ceci: malgré de réels progrès, les plus vulnérables ne sont pas atteints. Et donc c'est quand même un vrai problème. Si les plus vulnérables ne sont pas atteints et que d'autres sont passés au-dessus du seuil de pauvreté, ça veut dire qu'on accroît les écarts, donc on accroît les inégalités, ce que tout le monde sait, et on accroît l'intensité de l'extrême pauvreté, ce qui est tout à fait contraire à la déclaration du millénaire. Alors, une troisième faiblesse, tu l'as déjà dit, c'est que les OMD sont un peu trop simples. Ils ignorent que l'extrême pauvreté n'est pas seulement un ensemble de privations matérielles et culturelles, mais c'est aussi un rapport social de domination et de discrimination dans laquelle des personnes ne sont pas traitées comme des êtres humains. Et dans de nombreux pays, il faut bien savoir que les plus pauvres d'aujourd'hui sont les descendants des esclaves d'hier, ou des hors-castes d'hier, ou des exclus d'hier, et qu'ils souffrent encore d'une violence héritée qui demeure inscrite dans les structures de la société. Et pour modifier cette situation, il ne suffit pas d'investir de l'argent, c'est beaucoup plus compliqué, il faut changer les rapports sociaux. Et la dernière faiblesse, je dirais, c'est que les OMD ne considèrent pas les pauvres comme les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté, et ils sont inadaptés aux acteurs de terrain. Imaginez que vous alliez dans un village africain pour discuter avec les villageois et leur dire: voilà, je vous propose de mettre en œuvre avec vous l'objectif numéro 1, que la moitié d'entre vous ne souffre plus de la faim d'ici 2015. Pour l'autre moitié, on verra plus tard. Vous voyez bien ce que ça va créer. Ça va créer de la peur chez tout le monde de ne pas être dans la bonne moitié, et ça va créer de la discorde dans le village, et donc c'est tout à fait inopérant pour les acteurs de terrain. Alors là, donc nous avons eu une belle charge, d'une certaine manière, encore qu'elle commence par une reconnaissance des mérites du processus, mais peut-être pour la nuancer, pour l'apporter d'une manière complémentaire aussi,
J'aimerais poser la question donc maintenant à Hans de sa vision de l'état de réalisation des OMD depuis qu'ils ont été lancés, tel que le Global Monitoring Report les appréhende. Et au fond, vous posez la question de savoir s'il y a par derrière aussi une vision de la Banque mondiale et un discours de la Banque mondiale sur ce sujet. Thank you very much. First of all, thank you for the invitation and congratulations to the organizers. When I saw the program, then I see that development and solidarity is not just important, but it can be actually very exciting also. And it can be a lot of fun. I saw the announcement of the big party tonight. So, yes, okay. And then apologies for not speaking French, but it gives a little bit more of an international flavor when we start speaking more languages. We are moving towards a multipolar world, and perhaps next year we will have Chinese here. I can try in Dutch too. But to answer your question, I think the first very important observation is that we should all realize that progress towards the MDGs, and in general development in the developing countries, has been really impressive. It has been phenomenal actually when you compare it to what we often call the lost decades of the 70s and the 80s, where per capita income year after year was declining in Africa, where there was hyperinflation in Latin America, where many centrally planned economies were still struggling. Now over the last 15 years, or say starting in 1990, at the global level, the number of people or the percentage of people living in extreme poverty has already halved in 2010. That is 5 years before the goal of 2015. And 5 of the 6 development regions that we distinguish in the World Bank are on track to halve poverty in that time frame. Only Sub-Saharan Africa will not meet that target under the current progress. But there has been substantial progress over the last 7 years in Africa also. And the reason why Africa is lagging is, first of all, they came from very long behind, so that a lot of the progress was actually happening below the threshold of extreme poverty. There was progress, but you couldn't see it because people were not passing the threshold. And also because Africa started later with economic reforms, later than other developing regions. But also when you look at the other MDGs, there has been substantial progress. There were 2 developing regions, South Asia, Sub-Saharan Africa, where enrollment rates and completion rates in primary education were still very low in 1990. 50% in Sub-Saharan Africa, 60% in South Asia. But now, both regions have increased that percentage by around 20 percentage points. So again, substantial progress, not on track to achieve the goal of universal education at the primary school level, but again, substantial progress. In most of the regions, in the majority of the countries, we see now gender equality in primary education, the same number of girls as boys. And in secondary education, you actually see that there are more girls than boys. Again, a lot of progress since 1990. When we look at child mortality, infant mortality, maternal mortality, both have decreased by 1/3. It's not enough according to the goals, but substantial progress. And again, we see similar kind of progress in access to clean water and access to sanitation. So that is really phenomenal, and whatever problems there are still remaining, I think that is the main message you should keep in mind. But then it is true that there is still large problems remaining. Even with the progress in poverty reduction, in 2015, still 1 billion people will live in extreme poverty. Many of them in Sub-Saharan Africa, in South Asia. And as the previous speaker said, it is true that within countries, there are still pockets of very stubborn poverty. And it is true that it is often among the minorities in countries. So that's an important point. Also, when you look at the rural-urban divide,
you see that the situation in rural areas is often much worse, although there is convergence because of the urbanization. Still, 50% of the countries, they don't have universal primary education for all kids, and the targets that are most lagging are the health targets, because the target for reducing infant mortality was not 1/3 but a 2/3 decline. So we are only halfway of that. And the target for maternal mortality was a decline of 3/4, not 1/3. So when you compare all the different MDGs, then you see that the MDGs are most lagging in the health indicators. Finally, who should get credit now for all that progress, and who should be blamed for the areas where we are falling behind? Just a few words on that. I think most important again is that the credit should go to the developing countries themselves and the people in developing countries. It is really amazing how fundamental reforms have been throughout the world. And that's true for all regions, including Africa, over the last 10, 15 years. Fundamental reforms, unleashing growth potential, but taking the role of the government seriously, looking ahead of what the developments will be and how governments can facilitate that. I travel a lot around the world, and there is an enormous difference between the debates you have with governments in developing countries and governments in high-income countries. In developing countries, including African countries, almost the first question is, how will the world look like 10 years from now, and what should we do to facilitate that? What are the bottlenecks that are coming up? While in high-income countries, the discussion is very defensive. How can we keep what we have achieved? How do we treat this big crisis now? There's not really a structural reform. The progress that we have seen over the last 15 years is the result of very bold policies. That's very important. But I think then the international community has helped a lot. And aid has become a lot more effective because the policies in developing countries are now so much better than they were 20 years ago. So aid is going more and more to the areas where you see that the indicator is still lagging behind. Hans, vous nous donnez une vision roborative, très, très positive, encore que vous reconnaissez, vous avez bien pointé les domaines qui restent critiques. On a la chance donc avec Gérard Payen d'avoir avec nous quelqu'un qui a consacré sa vie professionnelle et personnelle à l'approche au fond d'un des objectifs millénaires, perçu non donc sur une approche géographique ou macroéconomique, mais d'une thématique particulière. Et je crois que c'est très intéressant aussi de compléter à la fois le bilan, la vision et le caractère opérationnel des OMD par une approche, par un zoom sur cette thématique de l'eau. Et j'aimerais bien savoir si, Gérard, tu adhères à cette vision extrêmement positive d'une atteinte, je dirais, physique de l'OMD en ce qui concerne la thématique de l'eau. Alors pour l'eau, il y a dans le programme des objectifs du millénaire 2 cibles. Une cible pour l'accès à l'eau potable et une cible pour l'accès à l'assainissement. Les deux ont le même format. Il s'agit d'ici 2015 de diviser par 2 la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès durable à l'eau potable, pour le premier, ou un accès à des toilettes hygiéniques privatives pour le deuxième. Alors pourquoi ces objectifs? C'est parce que l'accès à l'eau, c'est très important pour le développement. Accéder à l'eau potable, c'est améliorer sa santé au niveau individuel, c'est améliorer aussi donc, les politiques de santé publique, mais c'est aussi améliorer l'éducation, parce que si on n'a pas besoin d'aller chercher l'eau à 3 km de chez soi, on peut aller à l'école. C'est favoriser le développement économique, l'artisanat local par exemple, qui a besoin d'eau. C'est favoriser le travail, puisque là encore, si on n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau et y passer des heures à trouver l'eau dont on a besoin pour ses besoins quotidiens, on peut travailler. Donc ça contribue à la réduction de la pauvreté, ça contribue aussi à la réduction de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Bref, l'accès à l'eau potable, ça contribue à beaucoup d'objectifs de développement. L'accès aux toilettes,
c'est la même chose avec en plus quelque chose qui est l'amélioration de la dignité de la vie des personnes. Alors, comme tu l'as dit, Jean-Michel, moi je participe au groupe des conseillers de M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, pour les questions d'eau. Et dans ce groupe, je dirige le sous-groupe qui s'occupe de l'évaluation de l'accès à l'eau et à l'assainissement au niveau mondial, ce qu'on appelle en anglais le monitoring. Donc on a rédigé un rapport, et depuis je suis devenu un spécialiste des statistiques mondiales en matière d'accès à l'eau potable et l'assainissement. Ce que j'ai découvert m'a conduit à écrire pas mal de papiers sur la question, aussi bien à travers UNSGAP, ce groupe, qu'à travers Aquafed, la Fédération des entreprises d'eau, qu'à titre personnel ou avec des ONG comme Solidarité Internationale, parce que ça m'a amené à plaider pour des politiques beaucoup plus ambitieuses. Alors ça ne veut pas dire que les objectifs du millénaire ne marchent pas, au contraire. Moi je suis convaincu que les objectifs du millénaire pour l'eau sont très utiles, mais vraiment convaincu. Ils sont utiles pour trois choses. D'abord, ils ont stimulé énormément de gens à faire quelque chose pour l'eau potable et l'assainissement. Tous les acteurs, que ce soit les gouvernements, les ONG, le secteur privé, petit à petit, se sont orientés vers ces objectifs du millénaire, ont compris qu'il fallait faire quelque chose pour l'eau potable, par exemple. Et les politiques nationales en ont eu des échos importants. Alors, je ne dis pas que tous les pays se sont référés à ça, mais quand même la vaste majorité des pays. Donc ça a été un stimulant extraordinaire, avec une grande qualité qui est celle d'avoir des objectifs quantifiés avec un calendrier. Ça, c'est la seule chose qui peut permettre d'avancer. S'il n'y a pas d'objectif clair, ça n'est que de la parlotte. Donc ça, c'est un premier effet, on est fondamental. Le deuxième, c'est qu'il y a eu des vrais progrès. Alors ça, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. En matière d'eau potable, c'est 1 milliard de personnes qui a un meilleur accès aujourd'hui qu'il y a 10 ans. 100 millions de personnes par an. Ce sont des chiffres absolument colossaux. En matière d'assainissement, les progrès sont un peu plus réduits, 900 millions simplement, en 10 ans. C'est énorme. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose. Le troisième impact positif, c'est le progrès que cela a suscité dans la connaissance et la compréhension des enjeux d'eau potable et d'assainissement. Je ne sais pas si c'était le cas dans les autres domaines, mais alors, dans notre domaine, ça a été très net. D'abord parce que les systèmes de monitoring de statistiques se sont améliorés, et puis parce que ça a permis de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Et je vais en citer deux. En 2008, lors de l'année de l'assainissement, on a cherché à dénombrer le nombre de personnes qui n'ont pas de toilettes. Et ça a été un choc. Ça a été un choc pour toute la communauté internationale qui s'est rendu compte que l'objectif qu'on avait était peut-être très ambitieux, mais qu'il y avait 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas d'autre choix quotidien que de faire ce qu'on appelle la défécation en plein air. Et ça, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on imagine. Donc, depuis, il y a eu des tas de politiques nationales uniquement là-dessus. Deuxième chose qui a été rendue visible, ça c'est Aquafed qui l'a montré un jour, c'est qu'en piochant dans les statistiques, on parlait de progrès pour l'accès à l'eau potable. Alors c'est vrai qu'il y a un progrès, mais ce progrès, il est dans la moitié rurale du monde. Quand on regarde les chiffres de la moitié urbaine, il n'y a pas de progrès. La croissance urbaine est telle que les services publics n'arrivent pas à suivre. Et aujourd'hui, l'accès à l'eau se détériore dans la moitié urbaine du monde. Il y a plus de monde aujourd'hui sans eau potable dans les villes qu'il y a 10 ans. Bon, tout ça, donc, c'est trois impacts très positifs. Alors, il y a quand même des insuffisances. Et je vais en citer simplement une. C'est une insuffisance en termes de pertinence des indicateurs. L'indicateur sur l'eau potable, il a été bricolé parce qu'on n'avait pas le bon indicateur au départ. Et tout le monde dit aujourd'hui, enfin beaucoup de gens disent, il n'y a plus que 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est faux. L'indicateur n'est pas bon. Aujourd'hui, on pense que c'est au moins 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, peut-être davantage. Donc il faut faire très attention à l'indicateur. C'est vrai aussi pour l'assainissement. Voilà, donc je dis simplement, ça c'est un sujet très important. La pertinence des indicateurs est un sujet fondamental. On n'y a pas fait suffisamment attention. Il faut que les systèmes de suivi et d'évaluation puissent mesurer de vrais progrès et pas des progrès un peu faux
Aujourd'hui, la communauté internationale n'arrive pas à accepter le fait que ce qu'on a mesuré, ce n'est pas l'accès à l'eau potable, c'est un objectif de base. Aujourd'hui, on mesure le nombre de personnes qui partagent ou ne partagent pas leurs ressources en eau avec des animaux. C'est très bien, mais il y a des tas de gens qui n'ont pas une ressource partagée avec des animaux qui ont une eau non potable. Et ils sont plus d'1 milliard. Donc voilà, il faut une politique plus ambitieuse pour l'avenir. Oui. Et d'ailleurs, par derrière, c'est à la fois des questions de défauts techniques des indicateurs, et je crois que c'est très important de pointer que sur des objectifs du millénaire, il n'y a pas simplement des sujets de principes, de droits, de discours, mais aussi une armature technique qui est très importante pour organiser la politique publique. Mais par derrière, il y a aussi, ça renvoie aussi à des questions sociétales, économiques, etc., sur lesquelles on a déjà pointé le doigt. Alors, derrière cette très intéressante vision finalement en contraste de l'eau, ça donne envie de revenir sur quelques-uns des points sombres dans ce paysage finalement positif, hein, sur lequel Hans Stemmer a insisté notamment tout à l'heure, et peut-être donc 2 qui ont été signalés au cours de cette conversation déjà. Alors je retourne donc par exemple vers Xavier Godino pour lui demander peut-être de zoomer à nouveau sur cette question des personnes exclues, les plus largement en dehors de l'atteinte des OMD, à la fois peut-être pour nous expliquer pourquoi elles le sont exclues et comment on pourrait les réinclure, ce qui amène peut-être à parler un petit peu aussi de ce que fait notamment ATD concrètement dans cette perspective. Merci beaucoup. Si vous connaissez un petit peu ATD Quart Monde, vous savez que ça fait partie de la nature de notre mouvement d'essayer de donner la parole aux personnes qui sont les plus pauvres, qui sont en situation d'extrême pauvreté. ATD Quart Monde a été fondé il y a 55 ans dans un bidonville de la région parisienne par le père Joseph Brzezinski, qui lui-même avait connu la misère, et depuis nous n'avons cessé d'essayer de créer, comme il nous l'avait enseigné, des conditions pour faire émerger la parole des pauvres. Alors, quand on regarde au niveau du développement dans le monde, j'ai envie de vous citer cette réflexion que faisait Deepa Narayan, avec laquelle nous avons travaillé, qui avait lancé au sein de la Banque mondiale cette grande étude sur les voix des pauvres dans les années 2000, et qui disait, dans le fond, il disait ceci, il y a 2,8 milliards de pauvres, d'experts de la pauvreté dans le monde, ce sont les pauvres eux-mêmes, et en fait, ils ne sont pas entendus. Elle disait explicitement, le discours sur le développement et la pauvreté est dominé par le point de vue de ceux qui ne sont pas pauvres. Les professionnels, les politiciens, les fonctionnaires, les plus pauvres dans toute leur diversité sont exclus, impuissants, ignorés, négligés. Ils sont un angle mort du développement. Voilà ce qu'elle écrivait dans Voices of the Poor il y a 12 ans. Alors nous, évidemment, notre rôle est d'essayer de faire changer cette situation, de faire en sorte que ces populations-là soient entendues. Et c'est dans ce but même que nous avons mis en place tout un programme d'évaluation des objectifs du millénaire avec des groupes de population en situation de grande pauvreté, en essayant de croiser leur savoir avec d'autres partenaires. Alors ce programme, nous l'avons mis en place avec des équipes d'ATD Quart Monde dans 11 pays du Nord et du Sud, et en associant 14 autres pays qui participeront à des séminaires internationaux dans les différentes régions du monde. Je ne vais pas vous citer tous les pays, ça serait trop long. Je voudrais plutôt vous expliquer comment nous essayons de travailler d'abord, et ensuite vous dire quelques limites, quelques leçons que nous tirons déjà de notre travail à mi-parcours, puisque bien entendu tous les résultats vont être livrés à la fin de l'année 2012 et au cours de l'année 2013 avec un séminaire de synthèse à New York en juin 2013, juste avant le sommet de septembre. Donc je voudrais dire premièrement quelques points sur ce programme, comment nous essayons de faire pour que les pauvres construisent leur parole. Et puis deuxièmement, je voudrais livrer 2 résultats provisoires où je crains ne pas être tout à fait d'accord avec M. Timmer. D'une part sur les statistiques utilisées pour évaluer les OMD, et d'autre part sur ce que nous constatons de l'inadaptation de projets de développement. Alors, quelques éléments d'abord sur notre programme. Très rapidement. Voilà, en fait, ce que nous essayons de faire dans tous les pays, c'est de créer des espaces où les personnes en situation de pauvreté peuvent se rencontrer, discuter et construire petit à petit leurs pensées, en sachant que c'est quelque chose qui est très difficile parce que ces personnes sont victimes de beaucoup de privations, de mépris, d'humiliation,
Et donc la première chose à faire, c'est d'essayer de créer une confiance avec elles pour qu'elles acceptent de venir à des rencontres, qu'elles acceptent de parler et qu'elles apprennent aussi à construire leur pensée. Elles ont une expérience de la misère, évidemment que nous n'avons pas, qui est indispensable, mais elles n'ont pas forcément les mots pour l'exprimer. Et c'est tout un travail de renforcement des capacités, on peut dire, que de leur permettre de s'exprimer. Et d'un autre côté, nous essayons aussi de préparer des praticiens, des universitaires, des fonctionnaires à rencontrer ces personnes. Et elles aussi, il faut qu'elles se préparent, parce que l'universitaire peut arriver avec un jargon tellement incompréhensible qu'en face d'une personne venant d'un bidonville, il n'y aura aucun langage commun. Et donc il y a aussi une préparation nécessaire pour que les deux groupes puissent se rencontrer et que leur savoir puisse se fertiliser et s'enrichir. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Alors je voudrais maintenant vous livrer un peu deux résultats en cours de route du travail que nous avons fait. Et d'abord, m'étendre un peu sur les illusions des statistiques globales sur l'extrême pauvreté. Alors je voudrais partir Bon, j'ai eu toute une expérience à Bruxelles pendant des années où j'ai pu me rendre compte, en fréquentant notamment les amis de l'OCDE, que les statistiques sur la pauvreté en Europe rendaient une partie des plus pauvres invisibles. Ça, je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vérifié exactement la même chose, en particulier à partir de Madagascar et dans d'autres pays. À Madagascar, donc j'ai vécu pendant 3 ans avec mon épouse dans la capitale, tout près d'un grand bidonville d'Antomadink, dans un quartier où nous étions avec mes collègues d'ATD Carmonde les seuls blancs, et les chauffeurs de taxi nous disaient « il ne faut surtout pas aller là-bas, c'est très dangereux ». Donc nous avons vécu là pendant 3 ans. J'ai eu l'occasion de travailler en très bonne entente avec l'Agence française de développement, la Banque mondiale et l'UNICEF. Et là-bas, ATD Carmonde est engagé avec des populations qui vivent dans des bidonvilles, et aussi avec toute une population de 650 personnes qui vivent sur une décharge. Dans des conditions effroyables, pour des conditions de logement et d'hygiène effroyables, en particulier une partie de la population est acculée à boire l'eau de la rivière qui coule à côté de la décharge, donc qui est complètement polluée par la décharge. Donc je ne vous dis pas les conséquences sur la santé. Alors à Madagascar, quand on regarde un peu les chiffres sur la pauvreté, premier point, il n'y a pas eu de recensement depuis 20 ans. Donc ça veut dire que tous les chiffres disponibles sont des estimations. Les agences qui produisent les chiffres les plus intéressants sur la pauvreté, c'est l'UNICEF, qui fait des enquêtes auprès des ménages à peu près tous les 6 mois, et notamment auprès des ménages pauvres de Tana. Et donc c'est très intéressant. Mais quand on regarde la base d'échantillons des enquêtes de l'UNICEF, on se rend compte que la base d'échantillons est constituée des ménages qui sont enregistrés auprès de ce qu'on appelle là-bas les Fouktanes, ce qui correspond un peu à des mairies d'arrondissement. Et quand on regarde de près dans des quartiers comme Antomadink, un grand bidonville, on se rend compte que 10 à 20% des personnes, en particulier les plus pauvres, ne sont pas enregistrées au Fouktanes, à la mairie d'arrondissement, parce que c'est des démarches qu'il faut payer. Et les gens n'ont pas forcément envie de payer ou n'ont pas l'argent pour payer. Donc 10 à 20% dans des quartiers où il y a des dizaines de milliers d'habitants, ça commence à faire du monde. D'autre part, les personnes sans abri ne sont pas non plus comptées dans ces échantillons de base de l'UNICEF, et il y en a beaucoup, ni les hébergements collectifs. J'ai eu l'occasion de visiter un grand hangar qui servait d'un soi-disant centre d'hébergement pour sans-abri. Il y avait 200 personnes qui passent complètement à travers les statistiques. Alors en ce qui concerne la décharge dont je vous ai parlé, on a mis en place avec l'UNICEF un système de cash transfert pendant 2 ans, consistant à attribuer des allocations familiales en fait aux ménages. Et donc il a fallu les recenser. Pour recenser les ménages d'une décharge, vous ne pouvez pas les recenser correctement si vous ne le faites pas avec les gens eux-mêmes. Pourquoi? Parce que vous avez des cabanes de 10 mètres carrés qui abritent 8 personnes, vous avez des tas de planches ou de tissus, vous ne savez pas que c'est des cabanes et c'est habité. Et si vous ne faites pas le travail avec les gens eux-mêmes, c'est impossible de faire un recensement correct. Donc la méthode participative est indispensable pour ne pas perdre les gens. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Que 70% des 650 habitants de cette décharge n'étaient pas enregistrés au Fouktan. 70% n'existant pas dans aucune statistique officielle et n'ayant pas d'existence légale. Pourtant, la situation, donc vous voyez, laisse passer beaucoup de gens, beaucoup de pauvres à travers. Pourtant, la Grande Île produit des statistiques, elle a un institut de statistiques. Beaucoup de pays n'ont pas, les pays qui sont pauvres ou qui sont plus pauvres, qui sont en guerre, n'ont pas du tout d'institut de statistiques. Alors, comment fait-on au niveau global pour trouver des évaluations des OMD dans ces pays-là? Alors, si vous regardez ce que dit le rapport d'évaluation 2012, on vous explique que quand il n'y a pas de chiffres, les experts des agences internationales font des estimations. En d'autres termes, quand le chiffre n'existe pas, on invente. Alors, quelle est la robustesse de ces estimations? Eh bien, il y en a une illustration. Oui, je cite quand même cette estimation parce que je trouve qu'elle est très, très indicative. Dans le rapport d'évaluation des OMD 2010, vous avez un encadré qui
vous indique que en 2000, on estimait que 100 millions de personnes, il fallait améliorer la condition de 100 millions de personnes qui étaient dans les bidonvilles. Et puis on vous explique que 3 ans plus tard, on a découvert que ce chiffre était notoirement sous-estimé. Et si vous regardez maintenant l'estimation dans le rapport de 2012 qu'on vous donne pour les populations des bidonvilles de l'an 2000, eh bien on est maintenant à 760 millions d'habitants, c'est-à-dire 660 millions de plus que l'estimation faite à l'époque. Autrement dit, les experts, dans leur Grand Sazers, se sont trompés de 660% dans leur estimation. Alors, si vous prenez en compte tous ces manques, toutes ces erreurs pour la construction d'un indicateur comme celui du moins de 1,25 $ par jour, pour ma part, je ne peux pas croire à la véracité de cet indicateur. Quand vous avez la difficulté de connaître les ressources des populations pauvres qui ont du travail informel, qui ont du travail précaire, qui passent en grande partie à travers les statistiques officielles, personnellement, je ne peux pas croire à la validité de cet indicateur. Je m'arrête. Je crois que le message est clair. Mais en même temps, la réalité, c'est aussi celle d'une croissance économique. Donc on a certainement des phénomènes très complexes. Hein. Ce qui est, je crois, en tout cas, un des messages qui émerge à la fois de Gérard Payen et de Xavier Godinot, c'est que nous avons certainement, de toute façon, pour y voir clair et pour comprendre, à faire des progrès très considérables sur la qualité, la fiabilité, la technicité des indicateurs. Encore une fois, on a besoin d'une armature statistique et technique pour suivre ce qui est une politique globale. Alors, on vient de parler de population exclue. C'est intéressant aussi d'avoir une approche géographique, puisque Hans Timmer nous a rappelé tout à l'heure que même s'il y avait eu des progrès également en Afrique, l'Afrique était le seul continent qui allait rester en dehors de l'atteinte des objectifs. Donc du coup, j'aimerais me tourner vers John Lomoy en premier, qui connaît bien ce continent, de son expérience concrète, mais aussi à travers l'analyse qu'il en fait à l'OCDE, et avoir sa vision sur la façon dont se positionne ce continent vis-à-vis des OMD, atteint ou non, mais à quel point il y a des progrès. Est-ce que le type de problème que soulèvent Xavier et Gérard disqualifie complètement notre regard sur les réussites africaines? Enfin, comment vous voyez les choses, John? Thank you, and thank you again for the invitation. I've had the pleasure of living 4 periods in Africa over a 30-year period. So I've 4 times in my life I've left Africa. I left Africa in 1980 as a deep pessimist. I left because the state-dominated economies that our colleague from the World Bank talked about. I left Africa in 1988 because structural adjustment wasn't working, so I was still a pessimist. I left another African country in 2000 because privatization of the mining industry was turning into a mess. Zambia in that case. And then I left Africa again in 2010 for the first time as an optimist. And I think that's sort of that's my personal experience, and I've sort of come to some of. It was Tanzania, it was Zambia, but also Mozambique, Kenya, Botswana, Namibia. So a fair mixture. So I think what we've seen, of course, on average over the past decade, is that we've turned a corner, so that economic growth and transformation has started in Africa. It started late, it started slow, it started sometimes on the wrong foot, but it has actually started. And there is an emergence of an African middle class, there is an emergence of African entrepreneurship, so there is a different Africa in many, and we could talk about many dimensions of that, also sort of in terms of culture, in terms of music, etc. But I think to me that's one fact that we need to keep. The other one is that growth in Africa is slow and slower than it ought to be in being translated into better lives for ordinary Africans. I think that's to me that's the other important factor. There's a lot of differences between countries, but I think overall that is the picture. So that leaves us then with the big question of why is that so? What is it about economic growth in Africa that makes it more difficult to translate it into
improvement for ordinary people. I think one important characteristic of the economic growth in Africa over the past decade is, of course, a lot of it is natural resource based, a lot of it is about big investments in mineral, in energy, and so on. And I come from a country who's been pretty successful in translating a natural resource into improved wealth for ordinary people. But we know that that is very difficult. That transformation of natural wealth, which needs to be exploited with advanced technology, produce comparatively few jobs, and translate that into, but also with sizable revenue potential. To transform that into improved lives for ordinary people is difficult. It's about at least three things. One, it is about jobs, and it is about sort of looking consistently at sort of, even if your copper is 1,000 meters below the earth, or even if your oil is 2 kilometers below, what can you actually do consistently in order to encourage what we call local content, in order to bring local business and increase employment? So I think that's one factor. The other factor is, of course, about how do you get prices right? How do you make sure that the companies, and it will often be national companies who can afford the investments, the billions of dollars that we're talking about investment. How do you get them to pay a fair price for the natural resource so that the country actually benefits? Because this is about transfer pricing, this is about taxation systems. And then, of course, there is the third important question, that what actually then happens to the money? How do you make sure that governments actually, well, A, that they are not put into the pocket of the elite, B, that governments actually make good use of them? And that is, of course, where the work that civil society in African countries, parliamentarians in African countries need to do in order to help transform this, this wealth. Because at present, it's, again, I can speak as a Norwegian, it's quite profitable to be a natural resource producer if you do it right. You can actually, if you get your policies right, if you get your share of it, and if you use those resources well, you can actually improve the welfare of your people consistently. The other important thing about, which is not happening or slow in happening in Africa, and which reduces the poverty reduction impact of growth, is, of course, that the agricultural sector, the transformation of the agricultural sector is slow. So the use of modern technology, which enables you to get more welfare out of the working hours that you put into the land. And of course, Africans work as much on the land as people in other regions, but they get less out of their work. So that sort of improved technology in the agriculture, enabling African farmers to earn a better living. I think that's the other main element. Merci John sur cette vision très précise et d'ailleurs les comparaisons avec les leçons de la Norvège, votre pays natal. Cécile, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je suis d'accord avec ce que John a dit, mais je voudrais peut-être compléter et rajouter un ou deux éléments. Bon, j'ai aussi longtemps travaillé en Afrique, et je crois que l'un des défis auxquels l'Afrique est confrontée, c'est que, on l'a déjà dit au départ, évidemment, il partait d'un niveau très bas en matière de développement humain, mais que la plupart des pays africains, pendant longtemps, ont été très dépendants de l'aide extérieure, de l'apport des partenaires, et le contre-pied de cela, pendant très longtemps aussi, a été des capacités nationales finalement très faibles et pas suffisamment développées. Et ce que je remarque, bon, moi ça fait 5 ans que j'ai quitté l'Afrique, mais j'y retourne et puis je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a d'abord, alors en plus de ce qui a été dit en matière de croissance et de meilleure intégration, on va dire, de l'Afrique dans les circuits commerciaux mondiaux, il y a une fierté beaucoup plus grande, une assurance beaucoup plus grande de la part des Africains, qui renvoie quand même pas mal de choses à la figure, si j'ose dire, de leurs partenaires de la communauté internationale, en leur disant, écoutez, nous,
Il est temps qu'on prenne notre destin en main. Et je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est justement de faire en sorte qu'ils soient capables de mieux prendre leur destin en main. Et ça, à mon avis, ça passe par un certain nombre de choses. La première, c'est que nos organisations respectives, la Banque, les Nations Unies, les partenaires de développement devraient respecter, je dirais, beaucoup plus leur discours, les mettre beaucoup plus en œuvre. Et notamment, ça fait des années qu'on a des discours qui reposent sur le national ownership, l'appropriation nationale, avec les grandes déclarations. Je pense que là, maintenant, il serait temps de faire en sorte que cette appropriation nationale se traduise dans les faits. Je me souviens en 2006, une rencontre que j'avais eue avec un haut responsable du ministère des Affaires étrangères français, qui se faisait beaucoup de soucis parce qu'il trouvait que la Chine était trop présente en Afrique et que ça menaçait les intérêts économiques et les intérêts géopolitiques français. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Chine et avec la présence par exemple du Brésil ou d'autres, ou de l'Inde ou d'autres grands pays émergents dans le paysage de la coopération en Afrique? Eh bien, c'est que maintenant, les pays africains considèrent que finalement, il y a des options, il y a différents modèles, il y a différents interlocuteurs vers lesquels ils peuvent se tourner. Alors, bien sûr, vous avez dit qu'il était essentiel d'avoir des politiques durables d'exploitation des ressources naturelles, parce qu'effectivement, la croissance de l'Afrique repose largement sur ces ressources. Moi, je pense qu'il y a un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé et où il y a un potentiel extraordinaire et qui devrait permettre justement aux pays africains d'être beaucoup plus résilients, si vous permettez l'utilisation de ce terme, c'est celui du développement agricole. C'est quand même en Afrique qu'il y a finalement le plus grand nombre d'exploitations agricoles et de petites exploitations familiales. Je crois que la crise alimentaire de 2008 et les nouvelles crises qui se profilent ont permis de remettre beaucoup plus l'accent sur un développement agricole durable qui accorde beaucoup plus d'importance aux petits agriculteurs. Sans faire de l'angélisme, il n'est pas question de dire qu'il faut retourner à l'époque où tout le monde avait une charrue et où on célébrait la beauté des travaux agricoles. Mais il y a beaucoup plus et beaucoup mieux à faire en matière de développement rural et notamment de faciliter l'accès de ces petits agriculteurs à la propriété, aux intrants et aux ressources, d'avoir une approche beaucoup plus intégrée. Merci, merci Cécile de partager ces visions sur ce sujet de développement africain. Alors, l'heure tourne dans notre panel et je ne voudrais pas que nous nous séparions sans avoir recueilli la contribution de nos panélistes à l'appel de Paris qui est en préparation, puisque vous êtes, en tout cas pour ceux qui ont participé depuis le début à Convergence, conscients que nous souhaitons terminer demain soir Convergence par un nouvel appel qui porte les voix de la société civile dans l'élaboration des futurs OMD. Alors nous avons ici 5 personnes particulièrement bien placées pour fournir un apport à cette réflexion et vous stimuler dans les vôtres, puisque vous êtes appelés chacun d'entre vous à aller commenter et proposer des modifications au texte qui est en circulation à travers le système d'Internet. Donc je vais me retourner vers chacun d'entre vous pour essayer vous demander comment vous voyez ces futurs OMD, le rôle de l'aide publique au développement, de la construction des partnerships, des partenariats autour d'eux. Et je voudrais commencer par Hans Stemmer. Cette fois, pour Hans, avoir votre vision personnelle sur la façon dont vous verriez évoluer ces OMD, vous qui avez passé beaucoup de temps ces dernières années à les ausculter, à les mesurer, à les présenter, et comment vous imaginez, aussi bien techniquement que politiquement, vu de là où vous êtes, là où nous devrions aller. Thank you very much. I hope I understood everything through the translation. Before I go to the future of the MDGs, just one brief moment to react to Xavier, because I think he touched upon an incredibly important subject, and that is the quality of data. And you can't
pursue good policies without good data. So it's absolutely essential. And for that reason, we are not only monitoring the progress towards the MDGs in developing countries, but we are also monitoring the coverage and the quality of the data. And actually there is quite a bit of an improvement there also. So to give the example of the poverty numbers, our poverty estimates are not based on official statistics that you mentioned, but they are based on household data that are organized often by the World Bank or others, completely separate from the government as individual surveys. And often the difference between those household surveys and official statistics are striking, and we are analyzing that. All that information is publicly available, and I think there is no single institution that can get it right. So that is an area we all have to cooperate to improve that data. So I just wanted to stress that. So if we take the lessons of the previous period and the achievements towards the MDGs, what does that mean for the next phase of post-2015 MDGs? And for me, the lessons are not so much in exactly what the goals should be, but much more in what you do with the goals and how do you implement it. So on top of the list for the World Bank is actually country ownership, what you mentioned also. For us, it is very important that this is not just an abstract story for all countries in the world, but it becomes a very specific story in individual countries where you translate these general targets, which are very good because it encourages to have good data and to be comparable across countries, but then to translate that in your own national strategies and into very specific targets where you build in mechanisms also through which you can evaluate the effectiveness of your policies. So that is an important one. Although it is good to mobilize the global community, it is good to have those global targets, but now we have to become much more effective in all countries by integrating that in the policies. The second one is that it should be integrated policies, not sector silos. And I think the health indicators are the best example there. So we thought a lot about the question why all countries are lagging in those health indicators. Not just the African countries, but wherever you look, you're lagging in health indicators. Now it could be that they were just overly ambitious and nobody could achieve that. That is possible. But there are also other reasons. And one reason is that health indicators actually depend on performance in other parts of an economy. You can't get good health when you don't have good education. Not just because you need the nurses, but there is a very strong correlation between health outcomes and the education level of mothers, for example. So it's very important to have that board structure. You can't have good health outcomes if you don't make progress on the poverty indicators. Or on the water indicators. Or on the water, of course, that is. And that's why we have built also instruments to help governments pursue those policies where exactly they see the integrated impact of policies in one area. It is very important to bring different ministries around the table so that there is a common policies. And thirdly, what we emphasize a lot is that it is also about the quality of services. And that again is where you see in health a problem, because you're not measuring the inputs, you're not measuring how many people are covered by health systems, you're actually measuring the outcome. What is the impact on child mortality? And for that you need also the quality of the services, which is very important in education also. We have made great progress in the completion rates, but it doesn't mean that all those kids are really well educated. So in those areas, country policies, integrated policies, and more emphasis on the quality, that is where we are going. Merci Hans de ces messages très précis et très importants. J'aimerais poser la même question à John, et peut-être avec un point complémentaire, puisque la division de la coopération de l'OCDE suit particulièrement les questions d'aide publique au développement. Donc j'aimerais aussi lui demander comment il voit le rôle futur
l'aide publique au développement dans ce contexte très différent des années 2010 et 2020 dans lesquelles nous allons avec ces futurs objectifs millénaires. Thank you. I think, first of all, just say two things to start with before I start answering questions. One is that it's very important that we now manage to do two things at the same time. Continue the discourse about what's going to happen after 2015 without losing the energy on doing our utmost to achieve what the targets we set. We've still got 2 years left. And we can do quite a lot during those 2 years. So I think that is, to me, that is important. And that when we look at the future, then manage, on the one hand, to bring along the poverty focus and the remaining challenges of poverty, but also at the same time acknowledging the new challenges and try to translate the you could say that the world view of the present MDG is they have a problem, we will help them solve their problem. And of course will still be a big element of that, but my hope, at least personally, I think our hope institutionally, is that a substantial share of the discourse about the new MDGs will be about our common problems and transcend that old distinction between them and us. Then about financing. There are dramatic changes in development financing taking place. Returning quickly to Africa, over the past decade, development financing in Africa has quadrupled, roughly. That consists of a tripling of aid, so actually aid has increased quite substantially, a quadrupling of private flows, and a multiplication by 4.6 of domestic resource mobilization in African countries. So I think that's the story about and then of course on top of that you've got China and India and so on. What should we do after? Maybe on this last point, a number which is which you know perfectly that you mentioned to it, is that the level of the domestic resources is going from about 80 billion to 340 billion dollars with the decade. It's a tremendous increase in fiscal resources for governance and development. Yeah. Even in sub-Saharan Africa, aid is now only slightly more than 10% of domestic resource mobilization. So the domestic resource mobilization is a substantially larger resource for development, even for countries in sub-Saharan Africa. What then about aid beyond 2015? We see a picture where aid will continue to be important. The world will need concessional resource transfers from rich countries to poor countries. The world will need to find ways of financing the continued fight against poverty. And then, on the other hand, the world will need to find new and innovative ways of financing dealing with our common challenges. You can then see 2 scenarios, I think, for how you do this conceptually and in terms of statistics. One is that you maintain, roughly speaking, in spite of our chair having declared ODA dead a couple of times already, we could see one scenario where ODA, in a slightly modified way, remain there as the poverty-oriented part of our toolkit, of the international toolkit. And then we develop other instruments to deal with the global challenge, whether that is partially global taxation, partly other types of private financing and other types of resource transfer. The alternative is, of course, that we try to merge this into one concept. I think probably the first scenario is the more likely. That what we will do is that we will maintain something which is build on the present ODA concept also beyond the 2015, but becoming much more sharper in our thinking of what is this instrument in the overall financing, given that it is a smaller share. What should it be used for in particular? What is its comparative advantage compared to all the other sources of financing? Which countries
which type of countries? Is it primarily in countries which have difficulties mobilizing other types of resources, fragile states, other countries with difficulties? And should we also use a part of it to catalyze other sources, sort of use it to stimulate innovation, to stimulate new thinking, to stimulate new ways of mobilizing other resources? I think that's where I would probably land, but this is a discourse that is just beginning, so it's very much my personal opinion. One thing which I think we should not do, and then I may disagree with the chair, is that we should not do anything about the ODA concept before 2015, because we made some pledges in relation to that concept. And if we start doing radical changes to the concept while these pledges are still valid, and while we're struggling to keep those promises, we'll certainly be accused of cheating. C'est un point politique extrêmement important. Donc Cécile Lemonnier, même question sur cette vision du futur des OMD, et puis aussi un petit point complémentaire sur la question des partenariats, puisque au fond, si on suit ce que vient de dire John, de toute façon, l'aide publique au développement ne sera pas, et de loin, la seule ressource technique, financière pour atteindre ces OMD. Mais alors, avec qui et comment? Bien, je pense que c'est important de comprendre que ces objectifs de développement durable, effectivement, devraient être universels, donc applicables à tous les pays, mais selon des typologies différentes. Et évidemment, à ces différentes typologies correspondront différents outils. Je pense qu'il est essentiel de garder cette dimension d'aide publique au développement qui est quand même une concrétisation d'une forte solidarité entre des pays ayant davantage de ressources et pays ayant moins de ressources. Mais il est évident qu'il y a d'autres sources de financement, y compris de plus en plus les financements intérieurs, les domestic resources. Peut-être 3 mots sur la façon dont nous voyons quelques principes de base pour ces objectifs de développement durable, et après je vous parlerai des partenariats. Alors, ce n'est pas moi qui les ai inventés, hein. Le secrétaire général a mis sur pied un task team qui a produit il y a très récemment un rapport très intéressant, parce que justement il fait des propositions de base sans vouloir évidemment s'avancer dans la définition des ODD, parce que ça c'est ce qui va se faire avec le panel, avec le Open-Ended Working Group et avec une plateforme, ça c'est très important, de dialogue avec vous, avec les citoyens, avec la société civile. Et c'est pourquoi cet appel qui va être lancé par Convergence 2015, c'est très important et ça rentre dans le droit fil du processus qui est déjà lancé pour commencer à réfléchir au cadre de développement après 2015, où il y a d'un côté des consultations nationales, donc dans les pays eux-mêmes, d'un autre côté des consultations thématiques globales sur des grands thèmes liés aux ODD, et Gérard était tout content quand je lui ai dit qu'il est très fortement question d'en faire une 10e sur l'eau et l'assainissement, ça me paraît indispensable. Et puis le 3e volet de ce processus, c'est des plateformes de dialogue qui ont déjà été commencées à être alimentées pour la préparation de Rio+20, mais qui doivent continuer, se renforcer et faire un appel beaucoup plus grand à l'expertise, aux think tanks et aux partenariats avec les universités. Alors, par rapport à ces objectifs de développement durable, il y a 3 principes fondamentaux, 3 valeurs fondamentales qui doivent les sous-tendre. C'est les droits de l'homme, l'égalité et la durabilité. Et il est important qu'il repose sur, si vous voulez, le weaving, l'interaction de 4 dimensions, qui sont tout aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est une croissance économique inclusive. La deuxième, c'est un développement social inclusif. Le 3e, c'est la durabilité environnementale. Et le 4e, qu'on ne voit pas du tout dans les OMD, et là on s'est rendu compte que c'était une grave lacune, c'est la paix et la sécurité. Pourquoi? Parce que la fragilité, les crises, l'instabilité ont un impact détrimental extrêmement fort sur le progrès, qu'on l'appelle OMD, qu'on l'appelle ODD. Donc cette dimension de paix, de sécurité, de prévention des crises est extrêmement importante. Alors dans tout ça, les partenariats.
au-delà évidemment du cadre intergouvernemental, qui est le cadre dans lequel nous fonctionnons, nous, Nations Unies. Nous travaillons de plus en plus avec des acteurs multiples. D'abord, les différents niveaux de gouvernance et notamment le partenariat avec les collectivités territoriales et locales, qui au départ était en quelque sorte une petite fleur qu'on ajoutait au travail fait au niveau des pays. Il est extrêmement important de comprendre que les autorités territoriales et locales sont des acteurs de développement à part entière et ont des contributions extrêmement importantes à apporter à ces discussions et à ces débats, parce que c'est au niveau des territoires que les OMD et les ODD se réalisent ou ne se réalisent pas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, évidemment, c'est ce qu'on appelle les partenariats public-privé, et c'est travailler avec le privé au sens le plus large, et pas seulement pour des questions de financement, mais aussi parce qu'il nous faut des business models, des modèles d'affaires complètement différents. Il y a une complémentarité évidente, enfin je pense, entre la valeur ajoutée des Nations Unies pour renforcer justement les capacités au niveau des pays et l'expertise et la capacité de mobiliser et de gérer des ressources qui est l'apanage justement du secteur privé ou des banques ou des fonds d'investissement. Il est aussi très important que la société civile soit impliquée dès le début à définir les politiques et les stratégies. Et pas, comme c'est trop souvent le cas, qu'on consulte, entre guillemets, la société civile un petit peu à la dernière minute, ou alors pour lui présenter déjà des idées assez avancées, ou alors qu'on utilise la société civile pour mettre en œuvre des programmes que nous n'avons pas la capacité ou l'envie de mettre en œuvre nous-mêmes. La société civile, dans la mesure où elle représente l'énergie, en fait, des peuples, a une contribution extrêmement importante à faire. Mais maintenant, je me tourne vers Xavier pour lui dire que je suis bien consciente que la question de la représentativité de la société civile, elle est fondamentale. Et que très souvent, nous, Nations Unies, notamment au niveau des pays, on travaille avec la société civile. Ça veut dire qu'on travaille avec un certain nombre d'associations, d'ONG, de groupes avec lesquels on est assez confortable, mais qui, justement, n'arrivent pas ou ne veulent pas, ou n'ont pas la capacité de faire remonter la voix des personnes dont vous parlez, c'est-à-dire ceux qui sont complètement en dehors de la course, qui sont complètement marginalisés, exclus. Et à mon avis, le principal défi auquel nous sommes confrontés, au niveau des pays, que ce soit en France ou au Zimbabwe, c'est comment faire en sorte justement de parler véritablement avec les personnes que d'habitude on n'entend pas, parce que ces personnes ont été laissées pour compte, et c'est parce qu'elles ont été laissées pour compte, justement, qu'il y a des semences d'explosion sociale, de conflits de plus en plus importants. Alors justement, je vais me retourner vers Xavier. Je terminerai avec Jara Payen qui dira peut-être que le secteur privé lui aussi est un exclu de la concertation. Je suis sûr qu'il ne se limitera pas à parler que du secteur privé à propos des OMD. Xavier, vraiment en 2 minutes, si tu avais à proposer quelque chose pour les OMD ce soir devant le secrétaire général, donc je ne sais pas Kim Moon qui te dirait allez top, ça y est, on inscrit, qu'est-ce que tu dirais? Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Cécile juste avant, sur la nécessité de parler avec les gens et faire le lien avec la nécessité d'améliorer les données statistiques, etc. Je ne conteste pas du tout cette nécessité. Hein. On est très conscient qu'il y a besoin de données statistiques, mais il faut se méfier de l'effet pervers. Élaborer des statistiques, ça peut être un alibi pour ne pas parler avec les gens. C'est très confortable de parler entre nous, d'élaborer des tas de statistiques, discuter pendant des heures, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pour moi, et tout ça fait qu'on ne parle pas avec les gens. Et la démocratie, c'est pas d'élaborer des statistiques, c'est de parler avec les gens et de construire avec eux. Et donc, je pense que ce qu'a dit Cécile, c'est très important. Il faut rentrer dans un effort démocratique pour dialoguer avec les personnes qui sont exclues de la course, tenir compte de leurs attentes, de leurs efforts, etc., et construire quelque chose avec elles. Ça n'est pas contradictoire avec l'amélioration des données, mais c'est quand même autre chose. Alors, si je devais rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et lui dire qu'est-ce que je voudrais des ODD, bon, les réflexions que je vais vous faire, c'est un peu l'état de la réflexion de beaucoup d'ONG, en fait, hein, puisque nous, on est dans un réseau d'ONG qui s'appelle Beyond 2015. Bon, il y a 260 ONG de 60 pays. On est aussi on a passé une convention de partenariat avec Social Watch, qui est dans 80 pays, et donc on se rend compte que pour avancer
vers quelque chose, il faut qu'on se mette ensemble pour avoir du poids. Alors, Cécile a déjà dit un certain nombre de choses que j'aurais dites, hein, le droit de l'homme, l'égalité, la durabilité, tout ça c'est vrai. Nous, on insisterait sur le fait que l'éradication de la misère doit absolument être dans ses objectifs, parce que renoncer à vouloir éradiquer la misère, c'est ouvrir la voie au creusement des inégalités et à un accroissement de la barbarie de nos sociétés, donc on insiste beaucoup là-dessus. Le droit à la participation de tous les citoyens, on l'a dit, et en particulier des plus pauvres. Des mécanismes de redevabilité, ça veut dire que lorsque les gouvernements, lorsque les institutions internationales font des promesses, eh bien qu'il y ait des mécanismes pour qu'elles en rendent compte et que les citoyens puissent poser des questions. Parfois ça manque. On a dit déjà qu'il soit universel, qu'il préserve les droits de toutes les générations. Et alors, j'insisterai sur un point qui a été repris dans une lettre adressée récemment par Beyond 2015 aux 3 présidents du comité d'experts dont tu as l'honneur de faire partie, qui est de demander à ce groupe d'experts qu'ils n'écrivent pas de propositions pour l'après 2015 avant d'avoir pris sérieusement connaissance de tous les travaux participatifs qui auraient été menés par les différentes ONG avec les populations les plus pauvres. Qu'est-ce qui va remonter de tout ça? Il y a aussi une coordination qui est en train de se créer de toutes ces recherches participatives. Qu'est-ce qui va remonter? Il va y avoir certainement des propositions nouvelles par rapport à tout ce que je dis. Et ces propositions, il faut vraiment les prendre en compte avant d'élaborer le cadre futur. Oui, donc on pourrait d'ailleurs résumer ça en disant ne redéfinissons pas des OMD, attendons de voir ce que les gens disent sur eux. Alors Gérard, tu as l'occasion d'une non-conclusion, puisque c'est un débat fatalement inachevé qui va se poursuivre de façon très vive pendant les 3 prochaines années, sur ta vision personnelle de ces OMD et peut-être aussi quand même de la façon dont le secteur privé peut s'inclure dans ce travail. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'aurais revenir à l'eau potable, dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans cette nouvelle problématique de définir des objectifs mondiaux après 2015, moi je vois un grand risque pour l'accès à l'eau potable. C'est le risque du succès, du soi-disant succès actuel. On a fait dès 2010 la moitié de quelque chose. Donc beaucoup de gens pensent que la deuxième moitié va venir toute seule et qu'il n'y a pas besoin de se fatiguer. Avec donc le risque que même l'eau disparaisse des objectifs mondiaux. Bon, alors, ce qui s'est passé tout récemment, c'est qu'on sait maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on sait maintenant ce que veut dire un accès satisfaisant à l'eau potable. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que c'était un droit de l'homme. Et le droit de l'homme a été reconnu en 2010 avec une définition relativement précise. Alors sur cette base, j'ai fait quelques estimations. Il y a aujourd'hui entre 3 et 4 milliards de personnes qui n'ont pas leur droit à l'eau potable satisfait. Ça veut dire la moitié de l'humanité. Donc, le problème, avant d'aller vers, je dirais, un service de confort, ce problème, c'est quand même de satisfaire les besoins de la moitié de l'humanité, et non pas 800 millions, comme beaucoup de gens croient. Donc, dans la période actuelle où on essaie de définir des objectifs mondiaux, je pense que pour l'eau potable, il faut reconnaître que l'enjeu est plus fort que ce qu'on le croyait jusque-là, et imaginer de nouveaux objectifs plus ambitieux que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et arrêter de viser un accès à l'eau potable qu'aucun d'entre nous ne voudrait avoir pour lui-même. Alors ceci étant, ça pose un nouveau problème, c'est que beaucoup de gens pensent que pour la prochaine étape, il faudra viser l'universalité de l'accès à l'eau potable. Et là, je crois que ça n'est pas possible, ça n'est pas réaliste. On ne va pas s'occuper de 3,5 milliards de personnes en 15 ou 20 ans. On n'y arrivera pas. Donc il va falloir avoir un objectif peut-être plus subtil que la première fois, avec l'accès universel à quelque chose de très basique, mais insuffisant, et puis un progrès quantifié, sérieux, sur un accès meilleur. Cet accès meilleur, j'appellerais accès intermédiaire. Alors, il y a un deuxième risque que je vois aussi se profiler à l'horizon, ce sont les objectifs de développement durable, dont tu as parlé, qui sont un processus politique distinct des objectifs de développement. Et il y a une espèce de menace qu'ils se neutralisent l'un l'autre et que finalement n'aboutissent à rien du tout. Pour ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement, les gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui ont imaginé un mécanisme qui rende les deux compatibles. C'est-à-dire que ce qu'ils ont imaginé pour la suite des objectifs de développement est tout à fait intégrable des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. La vraie difficulté pour moi, c'est qu'il faut que les gouvernements comprennent l'ampleur des besoins. Et pour ça, l'opinion publique, les médias comptent beaucoup.
Mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir la réalité de besoin connue dans les médias. Un grand journal de référence qui participe à Convergence a accepté en mars de dire qu'il y avait des milliards de gens qui avaient besoin d'eau potable, mais au mois d'août, il est retombé dans la trappe des 800 millions. Bon. Donc, il y a encore du chemin à faire. Donc, ma conclusion, c'est que j'espère que tous ceux qui croient aux politiques de développement sauront trouver les mots justes et convaincants pour que dans les futurs objectifs mondiaux, il y ait quelque chose de sérieux pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le secteur privé suivra, hein, mais l'eau et l'assainissement, c'est d'abord un problème de politique publique. Le secteur privé y contribue, mais il ne peut pas décider à la place des politiques publiques. Donc il faut des politiques plus ambitieuses. Donc, merci Gérard de cette, aussi, même y compris de la réponse du berger à la bergère sur la provocation qui avait été faite sur le secteur privé. Je crois que malheureusement donc, nous devons clôturer ce qui a été une séance passionnante. Je crois que vous serez tous d'accord pour dire que nos 5 panélistes ont fait un très bon boulot dans un laps de temps finalement extrêmement réduit pour nous éclairer et nous conduire sur de nouvelles pistes. Moi personnellement j'ai été très attentif et j'ai pris beaucoup de notes mentales. J'aurai la possibilité de revenir sur le film de ce débat. Pour la mission qui va être la mienne de participer au débat de ce panel, donc, la première réunion va se tenir la semaine prochaine à New York avec M. Ban Ki-moon. C'est un long processus qui va s'entamer là. Encore une fois, c'est un des exercices parmi les nombreux qui vont avoir lieu et qui vont nous amener jusqu'à 2015, mais c'est une étape importante parce qu'elle va sans doute définir au moins un certain nombre de principes, de sujets qui vont passer du statut de réflexion informelle ou de contribution de professionnels du développement, comme ça a été le cas pour la task force, la task team du système des Nations Unies, et donc pour le faire passer, je dirais, à un niveau qui sera cette fois politique, avec le poids qui s'attachera avec au fait qu'un message soit porté par 3 présidents de la République et premiers ministres et 2 pays qui sont importants pour cette problématique. Je crois que ce qui me frappe dans les choses que vous avez mises sur la table, c'est qu'il y a un mélange de sujets très profonds et très politiques et très polémiques sûrement, par exemple la question des droits, ce qui comprend une dimension de substance, mais une dimension aussi éthique, morale. Comment on fait converger les sujets de droit avec les sujets de développement? Ça sera certainement un thème qui sera très fortement débattu et qui donnera lieu à des visions très contrastées et qui rencontrera sûrement des oppositions de beaucoup de quartiers, y compris dans les pays en développement. Il y a des sujets techniques sur la liste précise des OMD, qu'est-ce qu'ils contiennent effectivement, leur formulation, leur visibilité, leur lisibilité. Il y a des sujets d'architecture technologique, j'allais dire, avec les questions de statistiques qu'on a débattues à plusieurs reprises et dont il ne faut jamais sous-estimer l'importance, parce que la mesure, c'est aussi le discours, dans beaucoup de cas, et ça finit par être la substance. Et enfin, on a aussi des sujets, je dirais, quasiment de méthodologie et d'ingénierie sociale, et Xavier, notamment, nous a alerté à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'élaborer des politiques ou de les mettre en place à travers le programme de développement, mais qu'il y avait aussi bien dans leur élaboration que dans leur mise en place des éléments qui sont de la nature de la transformation sociale, de l'ingénierie sociale, et qu'il va falloir aussi prendre en compte dans la formulation de ces objectifs. Ça fait beaucoup de sujets sur la table. Là, nous avons une lecture, je dirais, un peu à la fois sereine, même si nous avons vu que tous les panélistes ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres, et c'est la moindre des choses qu'on peut attendre dans un débat aussi complexe. Mais dès qu'on va rentrer dans le terrain politique, j'allais dire le monde réel, dans les débats entre le G77 et les pays de l'OCDE, entre les Américains et les Européens, entre les pays émergents et les pays en développement et le reste du monde, on va voir apparaître des clivages politiques et des oppositions, parce que derrière les formulations, chacun va voir, bien entendu, des enjeux financiers, des enjeux de rapport de force politique, etc. Donc ne nous faisons pas d'illusions, le débat ne sera pas que
un débat sur la substance, la bonne chose à faire pour la planète, ce que je crois en tant que citoyen, nous aimerions tous que ce débat soit et demeure, mais ça sera aussi une scène d'affrontement politique, comme nous l'avons vu s'étaler lors de la conférence de Rio, dans toutes les instances, je dirais, où se sont débattues des conventions ou des traités internationaux. Donc, parce que justement le sujet sera polémique, politique, sujet à des rapports de force, je crois qu'il est très important, et tout ce qu'on dit d'une manière ou d'une autre, que la société civile mette aussi sa voix, pèse, et ramène aussi les acteurs politiques qui vont avoir la responsabilité de conduire ce processus et de le valider in fine, parce que in fine, ça sera une validation politique par les acteurs politiques. Donc ils ramènent ces acteurs politiques, je dirais, à leur responsabilité vis-à-vis des citoyens du monde, à la nécessité de non pas demeurer dans cette instance sans doute inévitable de jeu de rôle politique et de rapport de force, mais de penser au sort de la planète, de tous ses habitants, et au futur que nous devons absolument améliorer pour les milliards de personnes qui restent encore en dehors des chemins de la prospérité et du bien-être, que ce soit dans les pays en développement ou que ce soit dans nos sociétés soi-disant nantis, et où nous savons que tant n'ont pas encore accès à l'élémentaire. Donc merci encore pour toute cette implication, la qualité des propos. Je vais vous demander dans quelques minutes d'applaudir chaleureusement nos panélistes pour l'effort qu'ils ont fait, pour plusieurs d'entre eux en plus venant de loin. Mais avant, je vais vraiment vous inviter aussi à participer à Youth Weekend. Je voudrais faire de la part de tous les organisateurs une déclaration très importante. La jeunesse, c'est d'abord dans la tête, donc il y a des jeunes vieux, il y a des vieux jeunes. Le critère de ce soir, c'est la jeunesse dans la tête. Donc tous les participants de plus de 90 ans sont chaleureusement invités à rester jusqu'à très tard ce soir avec Convergence pour penser à la 4e génération des OMD en 2070. Nous serons tous là pour en voir la réalisation. Merci encore, merci d'applaudir nos panélistes. Bonne soirée.